pour vous donner deux, trois infos avant qu'on commence réellement à faire le tour du sujet et à parler des financements de l'emploi en détail. Attends, je vais juste enlever les micros qui sont verts. Hop. Voilà, donc pour vous dire qu'on a eu quelques changements dans le fonctionnement du webinaire. Certains ont vu, notamment ceux qui sont intéressés par tout ce qui est lié au PSF. Il y a une autre vidéo qui a été calée, vous l'avez vu, à 19h30 sur le PSF. Donc, ce qu'on va faire pour pas qu'il y ait de doublons ou vous soyez contraint de louper une des deux, on va essayer de balayer tout en 1 heure sur les financements. Donc, vous avez vu, on va prévoir un état des lieux des financements. Ça va surtout être ça aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui sont intéressés d'aller se renseigner sur le PSF précisément, on fera une bascule à 19h30, donc d'ici 1 heure, ce qui nous laisse le temps de tourner quelques sujets et prendre des questions. Et pour ceux qui sont intéressés sur le PSF, vous pourrez rejoindre l'autre visio et on finira avec ceux qui ne souhaitent pas avoir les informations en direct tout de suite ou qui veulent continuer sur ce sujet-là. Et puis pour ceux qui décaleront sur la visio du PSF, on continuera, vous pourrez continuer à accéder à cette en replay, donc à partir de vendredi en principe, pour avoir les 30 minutes manquantes à la fin où voilà, on abordera d'autres sujets peut-être un peu plus niches sur des questions-réponses, mais on n'oublie pas ça. Donc, on va essayer d'aller assez vite puisqu'on est restreint en temps. On va avoir 1 heure au lieu d'1 heure et demie comme prévu. Je vais laisser la parole très rapidement à Christian et Nathalie. Je ne sais pas si vous êtes disponibles tous les deux puisque vous n'étiez pas forcément au bureau. Oui, bon. Christian, on ne t'entend pas, on t'a entendu une demi-seconde. Bonjour tout le monde. Nathalie, on t'entend bien. Ok. Je sais pas lequel de vous deux veut prendre la parole rapidement pour commencer. Oui. Oui, Oui, Gabriel. Voilà, bon, désolé, ça a coupé. Là, je suis dans la rue, je suis désolé. Donc, bonsoir à tout le monde. Christian Auger, donc vice-président de la fédération. Moi, je vais vous écouter parce que je vais être dans les transports parisiens, donc c'est pas facile. Mais ce que je voulais dire, Gabriel l'a très bien dit, et donc je vais pas répéter. Il vous a expliqué. On a le choix avec nos collègues du pôle club et territoire de ne vous mobiliser éventuellement qu'un seul soir de la semaine et pas deux, et de caler les deux visios consécutivement. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Gabriel, je vais te repasser la main tout de suite. Je crois que Nathalie ne pouvait pas connecter. Je vous souhaite donc un très bon webinaire. Si, je suis là, Christian. Parfait, excuse-moi. Alors, Nathalie, à toi de jouer voilà. si tu veux. Bonjour à toutes et à tous. Je suis connectée, mais je suis un peu comme toi. Moi, je suis sur la route, retour du travail, et donc peut-être que je vais pas pouvoir suivre jusqu'au bout, mais voilà, Gabriel a échangé et partagé donc le support et il saura vous donner tous les éléments sans difficulté. Et ben, s'il le faut, voilà, je me permettrai de reprendre en fonction de ce que j'entends, mais je suis vraiment voilà, désolée, je suis pas forcément dans les conditions optimales pour pouvoir voilà, intervenir régulièrement. Gabriel, je te passe la parole. Pas de souci, merci Nathalie. On espère que je dirai pas de bêtises pour pas que tu puisses Mais tu dis jamais de intervenir. bêtises. Oui, je vous enverrai le lien d'ailleurs de la réunion PSF. Je vais le mettre tout de suite dans le fil d'actualité pour ceux qui veulent basculer à 19h30. Vous l'avez là, voilà, comme ça vous n'aurez pas besoin de le chercher. Et on va avancer tout de suite. Deuxième chose, juste avant de commencer à vraiment faire le tour sur le sujet des financements, pour certains, vous l'avez peut-être vu dans la note IFFBB, on avait prévu d'intervenir aujourd'hui avec l'ANS, l'Agence nationale du sport, et France Travail. Mais on a dû décaler ça pour deux raisons. La première, c'est qu'au niveau de l'Agence nationale du sport, il n'avait pas forcément un calendrier précis à nous fournir et que la visio sur le PSF se tenant juste après, on ne voulait pas qu'il y ait une confusion ou qu'il y ait un empêchement sur les deux et que les deux se collisionnent. Donc, on a pour le moment retardé cette intervention et si jamais il y a quelque chose d'important, on refera un temps comme prévu, soit ici sur un webinaire emploi, soit au niveau du pôle club et territoire qui a la main sur le PSF pour vous informer au niveau des projets sportifs territoriaux.
Voilà. Deuxième chose, sur France Travail, de la même manière, leur calendrier et les subventions n'étant pas encore tout à fait arrêtés, on voulait éviter de vous vendre du rêve et vous avancer des choses qui vont peut-être évoluer. Et donc, on s'est dit, pour l'instant, il vaut mieux mettre le frein, prendre le temps de vous informer sur des choses sur lesquelles on est sûr. Et déjà, il y a pas mal de choses à dire, je pense, avant d'avancer sur les aides France Travail. Mais voilà, sachez qu'on a prévu 2-3 slides là-dessus quand même, et que dès qu'il y aura des nouveautés, on fera en sorte de vous tenir informés là-dessus, sur les deux sujets. Mais du coup, on les excuse, ils ne pourront pas être disponibles ce soir. Les 2 prochains webinaires, pour information, c'est que ça intéresse. Voilà, donc on aura un webinaire en mois d'avril avec l'AFDAS sur l'apprentissage et le dernier webinaire de la saison qui sera sur la consolidation et la pérennisation des projets d'emploi en mai. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, vous aurez les dossiers d'inscription comme à chaque fois. J'avance, je vais vite volontairement parce que justement, je vous l'ai dit, on n'a qu'une heure. Je vous propose pour commencer de faire un état des lieux des financements existants. Ce que j'ai vu dans le questionnaire d'inscription, c'est que beaucoup d'entre vous étaient là, pas pour avoir des généralités, mais pour qu'on puisse balayer globalement toutes les aides qui existent et qui sont actives. Attendez, il y a un micro qui agit en écho. Hop. Je disais que oui, il y a beaucoup d'entre vous, vous vouliez avoir un tour d'information des aides actives et des montants qui vont en face. Donc, on a essayé de développer ça sur les prochaines slides qui arrivent. Mais on se devait de commencer par un petit rappel qui des fois peut sonner un peu bizarre parce que c'est pas toujours évident à prendre en compte. Mais pour nous, il fallait réellement remettre en principe que le projet d'emploi aujourd'hui, il faut que ce soit perçu comme une ressource et notamment sur les financements publics dont on va parler juste après, que vous arriviez au maximum, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre et que c'est pas évident, dit comme ça, c'est facile comme tout, mais dans les faits, c'est difficilement applicable, qu'il faut réussir au maximum à envisager l'emploi comme une ressource au service du club, de voir les avantages liés au développement que ça va apporter sur la qualité de l'entraînement et sur les retombées de développement pour le club, et au maximum d'imaginer dès le départ un projet de pérennisation et de sécurisation de l'emploi, donc de l'envisager à minima sur du moyen ou du long terme pour pouvoir aider à la carrière des personnes que vous embauchez et puis à maintenir la structuration du club. Voilà, donc on voulait commencer par ça, tout en rappelant que dans le contexte actuel, vous le savez, et on ne va pas réinventer l'eau chaude, des aides financières, on en a cherché un maximum pour pouvoir vous informer ce soir, mais qu'on est face à un contexte budgétaire qui n'est pas toujours le plus simple à gérer pour vous comme pour nous. Donc on a des informations qui ne sont pas tout le temps à jour, qui ne sont pas tout le temps encore actualisées, ce qui devrait arriver, on l'espère, pour les budgets 2026. Mais on a surtout une baisse des subventions, et je pense que vous l'avez constaté à votre niveau, peu importe les différentes échelles, et encore plus au niveau national, on a des évolutions des financements et des subventions, surtout au niveau public, qui sont pas évidentes à gérer. Donc, il faut en tenir compte dans le fonctionnement aujourd'hui et dans la sécurisation des projets d'emploi sur du long terme. Maintenant qu'on a dit ça, pour introduire, je vous propose qu'on balaye sur quelques slides les différents financements et subventions qu'on a pu identifier. Et derrière, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à m'interrompre, que ce soit dans le chat ou à prendre la parole. Vous pouvez activer les micros si besoin. On pourra prendre le temps de développer au maximum les différents dispositifs, tout en vous rappelant que c'est une porte d'entrée. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à aller creuser en détail les sujets si ça devient quelque chose de concret. Je commence par les financements publics. Donc les financements publics, aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous vous reposez là-dessus. Par financement public, je vais englober tout ce qui était au niveau, à différentes échelles, au niveau commune, que ce soit les subventions de fonctionnement que vous adressent les mairies, les intercommunalités, éventuellement pour certains d'entre vous, les départements avec différents thèmes, les régions qui, elles, vont sur d'autres thèmes encore, mais qui subventionnent malgré tout un petit peu encore les fonctionnements aujourd'hui. Et je vous ai mis, vous le verrez à chaque fin de slide, un lien utile sur lequel vous pourrez aller vous renseigner. Et celui-ci, je voulais vous en parler et prendre peut-être un peu le temps pour commencer sur celui-là. C'est un site du gouvernement que je vous ai mis juste là, qui est divisé en deux, donc qui est vraiment un site d'aide pour les territoires, pour les différentes structures associatives. Et si je peux vous donner 2-3 exemples comme ça très rapidement, ça recense toutes les aides qui sont actives
aujourd'hui en France. Donc, vous le voyez sur des thèmes assez variés. Donc là, si on prend les 3 premiers, c'est sur de la cohésion, sur du sport santé ou de la jeunesse et de l'éducation. Mais vous avez aussi des thématiques liées à l'emploi et la formation, qui est le sujet du jour. Et au-delà de ça, dans la structuration et dans le développement de vos clubs, ça peut être un élément à prendre en compte. On peut imaginer très bien des actions en faveur de la jeunesse qui vont venir derrière aider au recrutement d'une personne pour travailler sur ce fonctionnement et ces actions en faveur de la jeunesse. C'est une possibilité, donc à creuser. Et si je vous donne 2, 3 exemples comme ça que j'ai pu creuser aujourd'hui pour vous donner cet exemple et pour pouvoir vous alimenter de ça, si je prends l'exemple, peut-être qu'il y a des clubs ou des comités dans le coin qui sont de Bourgogne-Franche-Comté, on a le conseil régional, par exemple, qui finance la création d'un CDI ou la transformation d'un CDD en CDI à hauteur de 7 000 euros. Voilà, donc une fois pour payer le salaire de la personne, accompagner en tout cas une partie du salaire de la personne. 2, 3 autres exemples comme ça. Dans le Calvados, vous avez un accompagnement au développement des clubs avec une aide de 155 euros par club, plus 8 euros par licencié de moins de 18 ans. C'est celle-ci que vous voyez juste là, donc qui est notée en gestion d'une base nautique, mais ce n'est pas le cas, et qui vient pouvoir peut-être vous aider sur des sommes qui ne sont pas énormes, mais qui sont toujours des subventions que vous pouvez aller creuser. Et au moins, vous avez tout qui est recensé en un endroit. Quand vous cliquez à l'intérieur de la case, vous avez la personne contact et vous avez éventuellement le formulaire à déposer. Vous avez tout qui est recensé en une fois et c'est mis à jour régulièrement. La semaine dernière, on était à 693 résultats. Cette semaine, on est à 704. Donc, vous voyez qu'il y a une dizaine d'aides en plus qui ont été rajoutées dans la semaine. Alors, à voir, hein, encore une fois, en fonction de vos projets et en fonction de ce qui est mis en avant, ce n'est pas toujours les choses qui vous parlent le plus. Et il y a également des aides qui sont au niveau européen, qui sont peut-être plus difficiles à aller chercher que des aides au niveau d'un conseil départemental. Voilà. On voulait quand même vous donner l'information, parce que ça vaut le coup d'être creusé et ça vaut le coup d'aller chercher ces informations-là. Voilà. Vous irez la chercher, vous avez les 2 liens qui sont cliquables à chaque fois. Et n'hésitez pas à aller voir. Je peux vous le remettre dans le chat aussi si besoin, si certains veulent le regarder en même temps. J'avance là-dessus, sauf s'il y a des questions. Encore une fois, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Les aides sont locales ou régionales. Il y a de tout, justement. Il y a de l'aide qui va du département jusqu'à des aides européennes. Donc, vous pouvez même le filtrer. Je vais vous le montrer si vous voulez en direct. Normalement, ça devrait arriver. Vous voyez, vous pouvez le filtrer par département et vous avez ensuite le choix par région ou même national sur les aides nationales européennes. Et vous pouvez également choisir la thématique. Donc, vous voyez qu'il y a une bonne dizaine au moins de thématiques, que ce soit du développement général, l'emploi, la formation, le handicap, les Jeux olympiques, l'héritage, le tourisme, etc. Donc, vous avez des pistes à aller creuser. Et derrière, si on prend juste un exemple, si je prends l'exemple de l'Ain pour un département, vous voyez que le nombre d'aides se réduit drastiquement. On arrive à 11 aides. Mais ça peut être une aide qui fonctionne. Et si on l'élargit au niveau régional pour Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être que vous pouvez trouver quelque chose qui vous correspondrait. Ou du moins, vous avez les porteurs de l'aide et vous pouvez vous tourner vers ces personnes-là pour pouvoir creuser les dossiers. Je reviens sur mon support. Et j'avance, sauf s'il y a une question, je n'ai pas vu entre-temps. Le lien, oui, pardon. J'arrive tout de suite avec le lien, quitte à l'avoir là. Voilà. De toute manière, vous le retrouverez dans le support que je vais vous envoyer dès demain matin. J'avance sur des actualités plutôt, parce que ça, c'est des aides que vous connaissez peut-être et qui existent déjà depuis l'après-Covid. C'est les évolutions sur les aides liées à l'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Donc l'embauche dans le cadre de l'alternance qui viennent accompagner des formations. Petites évolutions, donc la première chose à savoir, c'est la ligne qui est là, l'aide au permis est supprimée. Vous savez, il y avait une aide qui était donnée pour l'aide au permis du jeune en formation. Malheureusement, aujourd'hui, elle est supprimée et elle ne risque pas de revenir. À ce qu'on sait, il n'y a pas eu de suspension, ça a été supprimé définitivement. Donc, il faudra faire avec. Et pour les contrats de professionnalisation, il y a fin de l'aide unique généralisée, comme vous aviez là pour les contrats d'apprentissage, donc la fameuse aide de 5 000 euros pour les contrats d'apprentissage.
Au niveau national, il n'y aura plus d'aide sur les contrats de professionnalisation. Mais vous le verrez après, il y a des leviers qui existent encore pour récupérer jusqu'à 4 000 € sur les contrats de professionnalisation en fonction du public. Voilà, je reviendrai dessus juste après, donc je ne détaille pas plus. Vous avez toujours 2 aides qui sont en place, prises en charge par l'AFDAS, l'opérateur de compétences, qui gère les contrats d'apprentissage. Ce sont 2 aides à la formation du tuteur et une aide à la fonction tutorale. Ce sont 2 aides bien différentes, vous pouvez avoir les deux. Voilà. Mais ce sont des aides qui viennent en support des personnes qui vont être en charge d'être tuteurs et encadrants de l'apprenti que vous allez avoir dans la structure. Voilà. Alors, ce ne sont pas des aides énormes, je vous l'accorde, mais ce sont des aides qui peuvent venir supporter au moins une partie du salaire de la personne et du temps accordé au soutien de l'apprenti. Et je finis avec peut-être le plus important sur l'apprentissage. Si vous n'étiez pas forcément au courant, les aides uniques à l'embauche sur l'apprentissage ont évolué. Donc, vous avez là les niveaux de prise en charge qui sont maintenant calculés en fonction du niveau du diplôme. Donc, en fonction si c'est un diplôme de niveau 3 ou de niveau 4, le BPGEPS pour nous dans le basketball, ce sera une aide pour les entreprises de moins de 250 salariés à hauteur de 5 000 €. Voilà. Et de 2 000 € si vous avez plus de 250 salariés, ce qui m'étonnerait honnêtement. Vous le voyez ensuite pour les niveaux 5, donc CPMS, chargé de promotion et marketing sportif, CD2SA, chargé de développement d'une structure sportive associative, et le DEGEPS, qui est le niveau au-dessus du BPGEPS. L'aide est dégressive à 4 500 €. Et enfin, sur le DES, qui est notre plus haut niveau de diplôme, vous arrivez à 2 000 € d'aide. Avec un petit cas particulier qui est écrit juste là. Si l'apprenti est en situation de handicap reconnu avec une RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, vous avez une aide qui va jusqu'à 6 000 € et dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, une aide qui est de 3 000 €. Voilà. Vous pouvez regarder ça à tête reposée. Et je vous ai prévu après dans les outils qui peuvent vous servir, il y a un outil de l'AFDAS qui vous permet de calculer le coût que ça va vous revenir vraiment en tant que structure à l'année et le reste à charge en fonction de ce qui peut être déduit et pris en charge pour un apprenti ou pour un contrat de professionnalisation. Oui, ce sont des aides pour un temps plein. C'est une aide sur l'année qui est une aide unique qui est versée par l'ASP. L'ancienne aide, qui est toujours la même, l'aide unique à l'embauche. J'avance là-dessus. Une autre question. Un alternant qui repart sur un nouveau contrat d'alternance peut-il bénéficier de cette aide? De ce que j'en sais, il faut que la formation soit différente et soit sur un niveau équivalent ou supérieur, si je ne dis pas de conneries, pour pouvoir bénéficier à nouveau de cette aide-là. Il y a une petite encore incertitude à ce niveau-là, à savoir si c'est au sein du même employeur. Voilà. Souvent, on a des BP APT, ensuite des BP basket ou autres. Et du coup, pour l'instant, en tout cas, dans la délégation régionale Centre-Val de Loire, au niveau de l'OPCO, elle met en stand-by les réponses puisqu'il n'y a pas encore de confirmation. On creusera cette piste-là pour toute la région. J'avance sur ces contrats-là. Donc, vous avez des questions? On a l'air OK. J'avance, je continue sur les dispositifs. Là, je vais commencer par préciser, c'est écrit en gras, mais je vais le redire, une solution qui n'est pas un emploi. Attention avec ces mots-là, le service civique, c'est un engagement bénévole, c'est volontaire, c'est aucunement un emploi, on ne peut pas parler de contrat de travail, on ne parle pas de salaire non plus, on est vraiment sur un engagement de service civique. On a décidé de vous le mettre aujourd'hui parce que au-delà de l'emploi, justement, c'est une solution pour vous en tant que futurs employeurs, si vous ne l'êtes pas encore, ou si vous cherchez à vous structurer pour vraiment commencer à construire la chose, ou pour accompagner un salarié qui serait déjà en place, et de la même manière permettre à un jeune d'être sûr de son choix, de pouvoir s'essayer au métier du basket en étant accompagné. Et c'est une solution qui, vous le voyez, a un coût qui est moindre pour l'organisme. Alors attention, il ne faut pas en faire une usine et
et l'exploiter n'importe comment. Il y a des missions qui sont à mettre en face, il y a des objectifs à atteindre, et il y a vraiment une charte à suivre au niveau du service civique. Mais on tenait à vous en parler aujourd'hui parce que dans les solutions de financement aujourd'hui, dans les solutions de structuration des clubs pour aller vers de l'emploi, le service civique nous semblait être une bonne porte d'entrée pour des jeunes qui seraient motivés, qui éventuellement n'auraient pas l'âge ou ne sauraient pas encore vers où aller, et pour être avant une autre formation qui, derrière, elle, serait professionnalisante pour valider son projet. Donc, vous le voyez, le coût du service civique, il est de 620 € net, en tout cas en revenu pour le volontaire, mais 500 €, 505 € sont versés par l'État, ce qui vous fait un reste à charge de 115 € par organisme d'accueil sur une période de 8 mois pour les missions de la fédération. Ça vous revient en gros à 14,30 €, si je ne dis pas de conneries, par mois, environ 15 €. Sachant que vous avez une formation en tant que tuteur de service civique qui est prise en charge, elle coûte 100 €, mais elle est 100% remboursée. Voilà. Au niveau des missions qui vous sont proposées, ça peut aussi être une des pistes de réflexion, c'est de dire que vous avez peut-être un salarié ou des salariés actuellement dans la structure, voire aucun, qui travaillent sur des missions bien précises, éventuellement d'animation, d'éducation, d'entraînement, mais vous n'avez pas forcément le temps ou les personnes ressources pour travailler sur les sujets qui sont mis là en avant, qui touchent à tout ce qui est RSO, aux violences sexistes et sexuelles, au développement des pratiques et les fonctions officielles et les incivilités dans le sport. Donc, ça va être des opportunités d'aller travailler ces sujets-là par un jeune motivé qui sera accompagné et qui vous donnera une plus-value supplémentaire pour le développement du club. Voilà, sur le service civique, on voulait aussi en parler parce qu'on va arriver au niveau de la période où vous allez pouvoir déposer des dossiers. Pour ceux qui connaissent et ceux qui ont déjà déposé des dossiers, on arrive dans ce créneau-là qui est avril-mai, avec l'appel à candidature qui va être lancé auprès de tout le réseau, pour un engagement, je le disais, de 8 mois. Et derrière, vous avez jusqu'à début septembre, octobre, pour avoir un accompagnement administratif et qui peut être un vrai bénéfice pour la structure, un accompagnement qui est géré au niveau de la fédération ici et avec les ligues régionales la plus proche de chez vous. En fait, il y a déjà 2-3 questions. Il faut qu'on précise quand même que pour l'instant, nous n'avons pas le nombre de nos missions et qu'on est toujours en attente, en fait, on a notre renouvellement d'agrément, mais pas de mission d'affecter encore par l'agence nationale. Donc, voilà, on ne peut pas vous communiquer, en tout cas, si on aura plus de missions que l'année dernière, si on aura les mêmes types de calculs et devra restreindre les demandes, on ne sait pas encore à date. Bon, excusez-moi. De toute manière, on arrive dans la période, donc on aura les informations et dès que c'est le cas, vous aurez les informations qui vont vous remonter aussi pour pouvoir déposer les dossiers. Mais voilà, c'est une opportunité qu'on voulait vous partager. Je réponds aux 2 questions qu'il y avait dans le chat. D'abord sur le service civique. Un salarié ne peut pas être service civique, il faut vraiment que vous arriviez à distinguer les deux. C'est que vous avez soit un contrat de travail classique qui peut être un CDI, un CDD, ce que vous voulez. Et vous avez d'autre part le service civique, qui est vraiment un dispositif à part, qui est un engagement volontaire, vous le voyez, pour une période de 8 mois, entre l'agence du service civique, entre la fédération et la ligue régionale, et vous, le club, qui accueillez la personne. Vous ne lui versez pas un salaire, mais une rémunération, une indemnité, et donc il n'est pas déclaré en tant que salarié. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas avoir... La même personne ne peut pas être les deux. Voilà. Et pour un service civique se terminant en fin avril et qu'on intégrerait en septembre sur un BPGEPS, existe-t-il un contrat dans cette attente? Pas à ma connaissance. Vous pouvez derrière anticiper le début du contrat de travail sur le BPGEPS s'il est en apprentissage pour pouvoir le faire commencer un peu plus tôt. Mais en attendant, vous n'avez pas de contrat spécifique d'attente, on va dire, entre les deux. Un club peut-il être agréé service civique? Fabrice, peut-être que tu peux préciser la question. Je ne sais pas si je la comprends bien, mais si je dois te répondre comme ça, je te dirais que le club doit faire la demande auprès de la fédération avec le service civique, avec l'adresse que vous avez là sur le diapo, qui vous accompagne sur les démarches justement administratives
pour avoir un numéro et être agréé au niveau de l'agence du service civique et derrière pouvoir accueillir un jeune dans sa structure. Ah, Oui, en si fait, le club voilà, a été... Fabrice, oui. Vas-y. Effectivement, Fabrice, on a eu l'année dernière, donc l'agence a rebalayé un petit peu tous les agréments départementaux, régionaux. Alors, dans certaines régions, il y a encore des clubs qui peuvent en bénéficier. Dans d'autres régions, la note nationale a été appliquée. Et effectivement, donc, toutes les fédérations qui ont un agrément fédéral, on doit inciter nos structures à rejoindre l'agrément fédéral et à ne solliciter que cet agrément-là, puisque certaines régions et conseillers départementaux ne peuvent plus faire bénéficier de structures individuelles d'un agrément. Donc, c'est en train de se raréfier, on va dire, sur tout le territoire. Il y en a encore qui courent un peu, mais en tout cas, c'est le mot d'ordre national que de laisser donc un seul agrément fédéral et pour des clubs affiliés de se rapprocher de l'agrément fédéral. Ouais. Et il y avait une dernière question avant qu'on avance, c'était sur l'AFDAS. Est-ce qu'elle finance les formations fédérales, type basket santé, animateur ou micro-basket pour les services civiques? À ma connaissance, non, l'AFDAS ne finance pas dans le cadre du service civique. Elle finance à la fois les bénévoles et les salariés de club. Donc éventuellement sur un des deux pans, ça peut fonctionner, mais en tant que service civique, il n'y a pas de budget alloué spécifiquement pour ça. Voilà. J'avance. Alors, sur les postes FONGEP, on va aller assez rapidement là-dessus. On tenait à vous l'indiquer parce que c'est quelque chose qui existe et vous allez voir le chiffre. C'est une aide qui est assez conséquente, mais c'est une aide qui est pas forcément garantie et qui est assez restreinte en nombre de personnes qui peuvent l'être, avec des critères bien spécifiques. Mais puisque c'est une aide qui existe et qui est toujours active, surtout au vu des solutions de financement actuelles, on tenait à en parler rapidement. Donc les fonds REP, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire. C'est une association qui gère des dispositifs de subvention de l'État. Et c'est là où c'est important, c'est destiné aux associations de jeunesse et d'éducation populaire. Pendant un temps, le sport n'avait pas ou très peu de place dans les postes FONGEP, mais aujourd'hui, c'est accessible, alors en petite quantité, encore une fois, hein. Sur les 8500 postes qui ont été financés en 2024, qui étaient les derniers chiffres que j'ai trouvés, il y en a très très peu qui sont alloués au sport, puisque ce sont sur des projets avant tout plutôt tournés vers le deuxième point, les troisième points pardon, de cette liste-là, accompagner les crèches associatives, les centres sociaux, les espaces de vie sociale, donc vraiment avec un rôle social et de développement de la vie autour. Mais vous avez de plus en plus des projets autour de l'accompagnement des projets de petites associations. Donc pour des clubs qui seraient en développement, ça peut être une chose possible et intéressante. Et sur la mutualisation de ressources salariées, où là, il peut y avoir aussi du partage d'emploi qui peut être financé. Voilà. Donc pour ça, vous avez deux choses à savoir, c'est qu'il faut comprendre le cadre général. Vraiment, je vous invite à lire la notice avant même de comprendre le reste ou de chercher à voir le reste, puisque vous avez tout qui est expliqué là-dedans et ça va assez vite. Et surtout, pour pouvoir ne serait-ce que postuler et déposer un dossier pour pouvoir essayer d'avoir un poste FONGEP, il faut être adhérent. Et vous le voyez, l'adhésion, elle a déjà un coût qui est calculé en fonction de votre budget. Si vous avez un petit budget, vous payerez 30 euros. Si vous avez un gros budget, vous payerez 600 euros. Il y a un entre-deux à 300 euros, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui a déjà un coût de base pour quelque chose qui n'est pas garanti, un poste qui n'est pas garanti. Donc, on vous invite vraiment à peser le pour et le contre, à aller regarder et à comprendre, peut-être à prendre contact avec les personnes au sein du dispositif, si jamais c'est quelque chose que vous voulez creuser, que vous voulez aller regarder. Voilà. Euh, hop, j'avance, je vois qu'il n'y a pas de questions. Les financements France Travail, on va en toucher deux mots, puisque, comme je vous l'ai dit en début, en introduction, ils ne seront pas là ce soir. Je vais vous donner juste quatre petits financements, mais derrière, je vous ai mis les deux liens qui sont vraiment très complets là-dessus, sur les aides en tant qu'employeur à l'embauche, et derrière, en tant que salarié ou en tant que demandeur d'emploi plutôt, toutes les aides à l'emploi que vous pouvez avoir sur les financements, ne serait-ce que pour aller se déplacer pour trouver un travail, éventuellement, ça peut être pris en charge par France Travail.
passer des formations pour pouvoir remonter à niveau avant de chercher un travail, ça peut être pris en charge par France Travail. Donc, vous avez vraiment plein de choses à aller creuser là-dessus. Et on voulait vous en donner surtout deux principales, qui sont les deux premières, l'aide forfaitaire à l'employeur par rapport au contrat de professionnalisation. Je vous disais tout à l'heure que sur les contrats d'apprentissage, vous aviez toujours des aides qui existaient, à savoir une aide de 5 000 euros pour le niveau 3, une aide de 4 500 euros pour le niveau 5, niveau 3 et 4, une aide de 4 500 euros pour les niveaux 5 et une aide dégressive à 2 000 euros pour les niveaux 6 et les niveaux 7. Par rapport au contrat de professionnalisation, il n'est plus de question de niveau, mais vous avez bel et bien deux aides qui existent toujours en fonction de l'âge. Si vous avez un demandeur d'emploi qui cherche un travail ou vous pensez recruter qui a plus de 26 ans, vous pourrez bénéficier d'une aide par France Travail pour un contrat de professionnalisation de 2 000 euros. Une aide qui est cumulable avec à nouveau l'âge. Si ce demandeur d'emploi a également plus de 45 ans, vous avez à nouveau 2 000 euros de possible. Donc au total, si vous avez une personne de 50 ans que vous embauchez dans la structure, vous pouvez toucher jusqu'à 4 000 euros pour la réalisation d'un contrat de professionnalisation. Encore une fois, il faut l'adosser à une formation qui va en face et aux critères du contrat de professionnalisation. Voilà. Mais ce sont on va dire, les dernières petites aides qu'il reste sur ce contrat-là. Et on trouvait important d'en parler au niveau de France Travail. Et ensuite, pour finir sur France Travail, deux aides qui sont là depuis longtemps, qui existent et qui sont une prise en charge. Ce sont les préparations opérationnelles à l'emploi, soit individuelles, POI, et collectives, POEC, qui sont des financements de formation pour pouvoir vous accompagner à être mis à niveau pardon, pour former rapidement un candidat sur un poste précis avant une embauche sur un club, s'il manque une compétence donnée ou s'il manque un point précis, ça peut être une préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Et derrière, si c'est en fonction de la préparation opérationnelle à l'emploi collective, on va plutôt se tourner vers une réponse territoriale à des besoins de plusieurs métiers à un endroit donné. C'est les Par aides exemple, que tu peux demander. Il y a un micro qui s'est ouvert, excusez-moi. De dire que oui, voilà, sur la préparation opérationnelle à l'emploi collectif, ça va être sur un besoin territorialisé, à savoir peut-être plusieurs éducateurs sur un département, et voilà, pouvoir monter tout ça. Donc vous voyez, c'est financé jusqu'à 3 200 euros au maximum pour une préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Voilà. J'avance là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, ça m'a l'air OK. Et on arrive sur le sujet des projets sportifs territoriaux et du projet sportif fédéral. C'est pourquoi vous allez pouvoir partir sur la réunion d'après. Mais on va en dire quelques mots comme ça déjà pour que vous ayez du contexte. Il faut bien distinguer les deux. Le projet sportif territorial, c'est un dispositif qui est porté par l'Agence nationale du sport pour accompagner au plan local des associations qui mènent des actions en faveur du développement des pratiques sportives. C'est un grand mot pour dire qu'il y a une enveloppe, vous le voyez en 2025, de 69 millions d'euros pour des actions financées et 52 millions d'euros sur ces 69 étaient dédiés à de l'emploi, que ce soit de la création d'emplois ou bien des emplois, vous le verrez juste après, qui sont maintenus, ou des emplois socio-sportifs, vous avez peut-être entendu parler. Voilà, vraiment dédiés à des projets d'emploi, des créations, des maintiens ou des pérennisations d'emplois. Ce financement, il est délégué au DRAGES, donc au niveau des régions, qui vont lire vos projets, qui vont voir s'ils sont en lien avec les orientations des fédérations, et notamment du projet sportif fédéral dont on parle juste après, avec un financement maximum à hauteur de 12 000 euros par emploi créé et qui peut être reconduit sur 3 ans pour une durée maximale en fonction du projet que vous avez en place. Et cette aide, elle peut être, ce que je dis, voilà, annuelle, ça peut être 12 000 euros une fois, pluriannuelle, 12 000 euros 3 fois, ou alors dégressive, 12 000 euros la première année, 10 000 la deuxième, 8 000 la troisième, voilà. Et qui n'est pas du tout d'ailleurs cumulable avec les autres dispositifs, notamment sur l'aide à la professionnalisation. Mais je vous ai mis là les règles, le tableau avec
les règles de cumul, ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Mais globalement, retenez que cette aide-là, elle n'est pas cumulable avec les autres aides. Voilà, c'est une aide unique. Le dépôt se fait via le compte asso, que vous devez commencer à connaître un petit peu maintenant. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous renseigner là-dessus, et notamment des notes IFFBB sur comment ça fonctionne, qui peut être ça. Oui, l'aide, pardon, la subvention en fonction des... Elle a été réduite en effet. Sur les données qu'on avait, c'était 12 000 euros pour 2025. Ça a été réduit en tout cas à 10 000 euros par emploi créé. Et aujourd'hui, on est en attente du calendrier de l'ANS et de la note de cadrage pour savoir de combien sera le montant pour cette année-là et de quelle enveloppe on va disposer. Voilà, ah oui, pour vous donner juste un élément, alors je ne vais pas m'attarder sur des chiffres parce que vous n'allez peut-être pas forcément tout comprendre comme ça, il y en a beaucoup. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que sur l'enveloppe totale dont on vous parlait des 52 millions d'euros dédiés à l'emploi, il faut bien distinguer qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, il y a la création d'emplois. Si jamais vous voulez vous faire financer un emploi, aujourd'hui, ça ne représente, je veux dire avec des gros guillemets, que 12 millions d'euros sur ces 52-là. Parce qu'il faut prendre en compte qu'il y a aussi les emplois socio-sportifs, qui était un dispositif qui était porté et qui n'est plus actif aujourd'hui, mais qui était financé. Il y avait les emplois pour l'année dernière, Campus 2023, qui avait été créé pour la Coupe du monde de rugby, qui sont toujours en cours et qui continuent d'être financés. Et enfin, les emplois qui représentent le plus l'enveloppe, près de la moitié de l'enveloppe totale, qui sont les emplois déjà créés et que l'agence continue de financer. Si vous avez créé un emploi en 2024 et qu'il a été financé sur 3 ans par l'agence, eh bien, il faudra que l'agence vous paye jusqu'à 2027, ce qui fait qu'elle aura moins d'enveloppe pour pouvoir créer des nouveaux emplois. Voilà, j'espère que la précision elle était claire. Mais pour dire que quand vous voyez le chiffre de 52 millions d'euros, si demain vous voulez créer un emploi subventionné à ANS, prenez en compte que cette enveloppe-là, réellement, elle est beaucoup moindre, même si elle reste quand même assez intéressante. Et vous le voyez par région, il y a quand même des budgets à aller chercher. Voilà. Sur le projet sportif fédéral, pour bien distinguer les deux, le PSF, c'est là à nouveau géré par la fédération. C'est l'ANS qui finance à nouveau ce dispositif-là, mais c'est une enveloppe qui est déléguée à chaque fédération. Et le pôle club et territoire vous l'expliquera bien mieux que moi juste après, parce que c'est eux qui sont en charge de vous donner les informations là-dessus. Mais aujourd'hui, ils financent des actions qui contribuent au projet fédéral. Je vous redonne les axes de la subvention de la campagne de l'année dernière. C'était ces 3 axes-là. Donc le développement des pratiques et du réseau, l'offre de pratiques non compétitives et s'engager dans une démarche RSO, donc responsabilité sociale des organisations. Ce financement-là, il était possible sur chaque dispositif à hauteur de 1 000 à 1 500 euros minimum. Donc à nouveau, vous aviez un dossier à monter, à défendre ce que vous vouliez faire de cette subvention-là et pouvoir mettre en avant des projets via le compte asso, toujours. Et ça vous permettait d'avoir des subventions par rapport au projet sportif fédéral, qui est distingué du projet sportif territorial, qui sont 2 choses bien différentes. Voilà. Est-ce que le PST n'est que pour un temps plein? Bonne question. Je ne sais pas si Nathalie ou Christian, vous avez l'information là-dessus. Il me semble que c'était dans le cadre d'un projet d'emploi que vous vouliez déposer. Je pense que vous avez en tout cas beaucoup moins de chances si vous déposez un projet de mi-temps ou de temps partiel, sauf si vous l'expliquez concrètement. Pour le PSC, tu veux dire? Oui. Ouais, oui, alors moi, je peux que vous conseiller dans un premier temps de prendre contact avec votre référent départemental qui aura, lui, l'enveloppe et la répartition régionale, parce que d'une région à une autre, il y a des modalités qui sont différentes et c'est vrai qu'on ne peut pas voilà, en faire une généralité. Et par contre, on sait aussi que les conseillers auront un avis à donner éclairé sur la validation de votre dossier. Donc, je vous encourage vraiment à prendre contact avec eux et surtout à bien préciser effectivement si vous avez la possibilité de vous faire financer un poste à temps incomplet ou complet. En général, c'est plutôt des postes complets sur des projets, on va dire, viables et fiables sur du long terme. Mais surtout, voilà, prenez contact avec eux. C'est quand même
la première porte d'entrée et bien avant la saisie du dossier sur le compte asso. Ça vous permettra déjà d'avoir une première validation et un avis peut-être pour constituer votre dossier. Et j'ajouterais juste un petit complément, Gabriel. Certaines régions adossent un plan de financement à côté de l'ANS Emploi. Pas partout. Ils se réduisent de plus en plus, mais malgré tout, il y a encore quelques régions qui maintiennent leur aide à la création d'emplois avec à l'appui un dossier déjà soutenu par l'État. Donc, il faut toujours tenter votre chance et vous renseigner bien auprès de votre région. Oui. Et donc pour finir sur ces deux dossiers-là, c'est vrai que, comme tu le disais, Laurent, on a vu en fonction des régions qu'on pouvait avoir le projet sportif territorial financier pour un temps partiel, mais que c'est après au prorata du temps de travail. En fonction si c'est un mi-temps, vous aurez que la moitié de la subvention, logiquement. Mais derrière, ça, c'est à voir dans le dépôt de dossier. Et pour la partie, les deux questions qu'il y avait autour des sujets qui étaient annoncés dans la subvention l'année dernière, je laisse à nouveau le Pôle Club et Territoire vous en parler juste après, parce que je ne voudrais pas rentrer dans le détail de chaque point, mais si je peux vous donner juste l'information comme ça, c'était derrière découlé en plusieurs sous-thèmes. Quand vous voyez développement pratique et réseau, il y avait entre 6 et 7 thèmes, je crois, différents dans lesquels ça pouvait s'intégrer. De la même manière, pour s'engager dans la démarche RSO, il y avait plusieurs informations, plusieurs thématiques possibles là-dessus qui se mettaient en avant sur les incivilités, sur la féminisation, etc., etc. Sur tous les sujets qui tournent autour. Donc, je laisserai le Pôle Club et Territoire vous en dire un peu plus juste après pour voir si ça a changé, si ça a évolué et si les thématiques que vous avez en tête sont toujours les mêmes. Voilà. Pour le PST, peut-on financer, même si notre salarié est en place depuis 2 ans? Je vous invite à toujours faire la demande, comme disait Nathalie, à se rapprocher du conseiller régional qui pourra vous accompagner là-dessus, à voir si ça peut être un financement là-dessus ou si ça peut être sur le financement d'une action de formation, ça peut être sur autre chose. Il y a des solutions qui doivent exister. Mais au niveau du projet sportif territorial, un emploi déjà existant, Si c'est un si vous CDD, l'avez, il c'est peut-être, ça. mais CDI, ça serait très C'est étonnant, ça. et voire même Le, impossible. vous avez une bonne partie si je reviens à la slide juste avant, pardon, des, euh, des financements du PST qui sont liés à la création d'emplois, mais vous avez aussi quand ils appellent création, ça peut être aussi de la consolidation d'un emploi, passer d'un emploi en CDD en CDI, ou alors d'un CDI en mi-temps à un CDI temps plein. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup regardé et qui est considéré comme de la création de l'emploi ou de la consolidation d'emploi et qui peut fonctionner tout à fait dans le, dans la conversion d'un projet d'une personne qui est déjà salariée. Voilà. Euh, J'avance là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Un replay sur la réunion de 19h30, je pense que oui. Je laisse la charge pour le club et territoire de vous en donner les informations. Je ne sais pas comment ils organisent la chose, mais j'imagine que oui. Euh, sur le bénéficier des aides, faut-il créer un contrat ou si on prend un engagement avec un auto-entrepreneur, est-ce que cela fonctionne? Je pense que l'agence soutient avant tout de la création de contrats. Eux, leur volonté, et c'est ce qui a été annoncé depuis le début, c'est toujours d'avoir des emplois pérennes pour le sport et pour le développement des clubs, donc à maxima, et c'est pour ça qu'ils financent aussi avant tout les CDI ou la consolidation d'emplois de CDD en CDI pour avoir des emplois qui vont durer dans le temps. Donc, avoir un auto-entrepreneur, je ne pense pas que ça puisse rentrer dedans. Je pense que ça doit être une démarche Voilà, c'est pas un d'embauche emploi. pérenne. C'est pas un emploi, hein. C'est Ouais. une prestation, Ouais. l'auto-entrepreneur. C'est pas un emploi. Donc, non, sauf si effectivement vous souhaitez recruter cet auto-entrepreneur et auquel cas, vous allez effectivement constituer un contrat de travail à part entière et vous allez le salarier. Mais tant qu'il sera en prestataire, non, il n'y a pas d'aide. C'est pas considéré comme de l'emploi. Et dernière question avant que j'avance, peut-être, si on obtient le projet sportif territorial de 10 000 euros ou de 12 000 euros, la durée sur 3 ans n'est pas automatique. Est-ce qu'il faut refaire le dossier tous les ans? Pas forcément. En fait, c'est quand vous allez Non. déposer votre dossier et votre demande de financement, vous allez l'indiquer et le flécher dans le temps, à savoir pourquoi faire, comment et quelle est la personne qui va le faire.
Et en fonction de ça, l'agence décidera si elle vous accorde, oui ou non, un financement pluriannuel, juste une fois, ou dégressif, en fonction du projet que vous défendez. Par contre, Gabriel, et avant, c'était moins restrictif, mais dès maintenant, même si on a une convention de 3 ans, chaque année, on va nous redemander de faire et un bilan individuel et un bilan sur le compte asso de l'année, alors qu'avant, on faisait qu'en consolidation budget de 3 ans, et de justifier par le biais d'une attestation, par le biais de la DADS pour prouver que notre salarié est toujours en poste au 31 décembre. Et par rapport, effectivement, à notre communiqué la dernière fiche de paie, on a vraiment maintenant beaucoup d'éléments annuels à communiquer pour pouvoir percevoir tous les ans cette aide. C'est ce qui va déclencher l'aide en fait. Avant, c'était automatique. Maintenant, c'est plus le cas. Il faut prouver chaque année effectivement que l'on est toujours dans les règles, prouver l'activité du salarié et que cette activité, elle reste vraiment en lien avec le poste financier, l'émission. C'est un petit peu plus Oui. restrictif et un peu plus contraignant. Tu fais bien de le dire parce que c'est aussi le cas, et on ne l'a pas forcément dit jusque-là, sur toutes les aides qui sont mentionnées et toutes les aides qui existent aujourd'hui. Vu que les aides diminuent, ils sont beaucoup plus regardants au niveau de ce que vous en faites, du budget qui est donné, pour ne pas, entre guillemets, disperser et gaspiller de l'argent sur des choses qui ne seraient pas tenues. Donc pensez toujours, et ça revient à ce qu'on disait tout au départ, à avoir un besoin qui est identifié, à avoir un projet qui est formalisé, et si possible en lien avec votre projet associatif, votre projet de développement, pour avoir quelque chose en cohérence et que derrière, quand on vous demande des comptes, vous ayez tout qui soit bien formalisé, qui soit prêt et qu'on ne vous redemande pas remboursement ou qu'on vous annule la fin du financement. Euh, Avant de vous le laisser partir, je pense, parce qu'il va bientôt être 19h30 pour ceux qui veulent aller sur le PSF, je vais juste vous donner 2-3 outils qui peuvent être utiles. Alors, je vais vous les évoquer là, mais vous les retrouverez en détail dans le support demain et sur le replay ensuite. Vous avez les outils qui sont là, donc sur le développement fédéral et territorial, là c'est les PST, PSF, vous avez les informations ici. Le recenseur d'aide que je vous ai montré tout à l'heure est juste là et vous avez les liens dans les diapos. Je vous remets également la boîte à outils. Vous avez un onglet lié au financement de l'emploi et lié au financement de la formation, dans lequel on essaye de développer un maximum de liens utiles, d'informations, de vidéos qui peuvent vous accompagner à tête reposée. Et vous avez le site plus large sur toutes les aides aux entreprises qui existent. C'est un site du gouvernement où là, vous avez beaucoup de choses pêle-mêle, honnêtement, mais qui vaut le coup d'être regardé quand vous le ciblez par thématique ou par niveau, par localisation. Vous avez tout qui ressort. Au niveau des outils, justement, donc j'avance là-dessus puisque je viens de vous en parler. Vous avez le site de la fédération et la boîte à outils où vous avez toutes les informations. Et ensuite, je voulais vous donner 2-3 outils qui peuvent vous être utiles et dont on a déjà parlé pour ceux qui étaient présents sur le webinaire précédent, à savoir le site du centre de ressources des associations sportives qui a produit, alors qui date de décembre 2024. À date, là, ils sont en train de produire, de mettre à jour celui de 2026. Mais vous avez un dossier qui compile toutes les aides à l'emploi. Alors, à nouveau, avec des évolutions, là, vous le voyez, comme dans le diapo, j'ai fait la boulette de mettre 12 000 euros, mais c'est les aides à l'emploi ANS, 10 000 euros. Vous avez les aides à l'agence, au contrat d'apprentissage, vous avez les aides France Travail. Donc, vous pouvez aller creuser là-dessus. Et d'ailleurs, vous avez toutes les aides territoriales. Le dossier fait une 50aine de pages pour aller vous informer et voir si ça correspond toujours à ce qui existe en réalité et voir si ce sont des aides qui existent encore et que vous pouvez mobiliser. Ça peut être des choses intéressantes en fonction de vos situations. Et 3 outils qui sont très utiles au niveau concret et au niveau pratique. Vous avez l'outil du calcul du coût de l'emploi, donc de la même manière sur le centre de ressources des associations sportives. Vous rentrez dans le petit onglet à gauche, juste là, les informations, à savoir est-ce que vous envisagez un contrat en CDI, en CDD, en apprentissage, voilà, sur un type de poste avec le niveau de prise en charge de salaire que vous voulez donner. Et derrière, vous avez le détail sur 5 ans de ce que va donner comme coût pour la structure cet emploi. Vous avez le coût total, le coût résiduel. Vous pouvez intégrer dedans les dispositifs d'aide à l'emploi si vous le souhaitez. Là, pour la simulation, j'en avais mis. Donc, vous le voyez que sur la première année, on est grandement aidé et qu'ensuite, c'est dégressif sur les années 2, 3 et qu'il n'y en a plus du tout en année 4, 5. Donc, ça vous permet aussi d'aller
vous consolidez un projet et mettre en place une recherche de financement pour pouvoir amortir ce coût-là qui sera à taux plein à partir de la 4e année. Et de la même manière, vous avez 2 autres outils qui sont tout à fait utiles si vous voulez aller simuler et tester la chose. C'est celui sur l'alternance, donc que ce soit un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. De la même manière, vous rentrez en 13 questions les informations que vous avez sur l'apprenti ou l'alternant que vous allez avoir. Est-ce que vous l'avez déjà identifié? Oui, non. Et en fonction de ça, l'âge, le niveau de la formation pour avoir le niveau de prise en charge. Et vous avez ce qui ressort à la fin, le coût qui va vous rester à l'année et le coût mensuel pour la structure. Voilà. Là, vous avez toutes les informations. C'est directement sur le site de l'AFDAS et c'est mis à jour en direct en fonction de l'évolution de la législation. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Ça vous permet aussi de tester en fonction de l'âge, en fonction des évolutions, de prendre en compte tout ça et de préparer votre budget au mieux, le plus sereinement possible. Et enfin, le dernier, qui est peut-être un peu plus technique, mais qui va vous accompagner dans le fonctionnement que vous pourrez avoir de salariés peut-être déjà en place ou à l'avenir, c'est par rapport aux cotisations employeurs. Vous avez sur le site de l'URSSAF un simulateur plus long en 28 questions et qui va vous permettre de savoir quelles charges vous allez avoir et quelles exonérations de charges vous pouvez surtout envisager en fonction des informations que vous allez rentrer. Voilà. Donc là, je l'ai mis en dernier parce que c'est aussi plus intéressant à creuser une fois que vous avez déjà identifié la personne, que vous avez déjà projeté le salaire, parce qu'on vous demande des informations assez précises pour le coup sur le groupe, sur le coût total, sur le salaire que vous voyez juste là. Et donc, si vous n'avez aucune information, on parle peut-être de plus loin, mais ça peut vous permettre de voir un petit peu la chose et de savoir combien vous allez devoir payer en tant que structure pour combien va avoir la personne. Voilà. Dans le simulateur de l'AFDAS, le groupe d'emploi, je reviendrai dessus, ça va être le groupe au niveau de la classification de la Convention collective nationale du sport. Vous pouvez choisir entre le groupe 1 et le groupe 8, une fois qu'il aura fini sa formation, à quelle catégorie vous allez le classer pour avoir le salaire qui est envisagé derrière. Voilà. Est-ce que là-dessus, il y a d'autres questions? Est-ce que c'est OK? Le premier outil, je reviens juste avant, pardon, c'était l'outil du calcul du coût de l'emploi, qui est vraiment l'outil qui vient d'être mis à jour d'ailleurs, parce qu'on travaille avec le Comité national olympique et sportif qui tient cet outil-là. Ils viennent de le mettre à jour pour pouvoir justement intégrer les nouvelles aides par rapport à l'apprentissage, par rapport à la professionnalisation. Donc les données qui vont ressortir dans la prévision annuelle et sur 5 ans seront des données qui seront fiables. Vous aurez les vrais montants et vous aurez les aides existantes. Voilà. Donc, là, je ne voulais pas dérouler, mais il y a peut-être une dizaine d'informations à remplir sur la rémunération que vous imaginez, sur l'âge, le poste, la région, parce qu'il inclut aussi les aides régionales, et si vous voulez inclure des dispositifs d'aide à l'emploi ou non. Ça peut être des choses qui sont intéressantes à aller creuser pour vous, faire différentes simulations, savoir si on arrive à toucher cette aide ou si on n'arrive pas à la toucher. Voilà comment on va devoir fonctionner derrière dans notre trésorerie pour que ça puisse matcher et qu'on ne soit pas en difficulté. Voilà pour les outils, je pense qu'on est assez OK. J'avais prévu 19h30 pour m'arrêter là pour ceux qui veulent basculer à côté. On va faire ça, je vais vous remettre le lien tout de suite pour ceux qui veulent basculer. Et puis pour ceux qui ne veulent pas basculer, et puis pour ceux qui pourront assister en replay derrière à la fin du webinaire, je voulais juste revenir rapidement sur la demi-heure qui nous reste, sur les autres sources de financement que les financements publics qu'on vous a expliqué là, à savoir les financements privés, les partenariats, et puis évoquer un petit peu la mutualisation de l'emploi, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et puis prendre vos questions en fonction des sujets qu'on va traiter juste après, et puis éventuellement faire quelques cas pratiques si jamais il y a certains qui veulent rester, si on est en plus petit nombre. Mais voilà où on en est. Je vous remets le lien dans la conversation pour la visio juste après. Et puis, je vous renvoie, comme promis, le webinaire demain matin avec le support, avec tous les liens. Et on mettra la visio en ligne sur le site de la fédération et sur la chaîne YouTube FFBB Formation dès vendredi
au plus tard. Voilà. Je laisse basculer ceux qui veulent là. Oui, en effet, Laurent, alors, on s'aime peut-être un peu du sujet, mais si vous avez des questions là-dessus, vous avez les juristes du Cosmos qui peuvent vous accompagner sur tout ce qui est rémunération, aide et financement derrière du poste. Vous avez le Cosmos qui est toujours là. Ils ont des fiches pratiques aussi qui peuvent vous accompagner sur le sujet. N'hésitez pas à les creuser. Et puis, je ne voulais pas forcément développer à 100%, mais sur le site du centre de ressources des associations sportives, vous avez plusieurs onglets sur comment construire une stratégie financière, comment structurer sa gestion RH au sein du club. Donc, vous avez des outils là-dessus pour pouvoir aller un peu plus loin et puis pour pouvoir vous appuyer sur autre chose que les documents qui ont été présentés là, avec notamment une vidéo de 7 minutes qui est super intéressante sur comment diversifier ses ressources financières où il balaye en quelques mots les différentes possibilités. Alors, en résumé, ce qu'on a dit là, mais aussi en allant aborder d'autres points qu'on n'a pas forcément pris le temps d'aborder ce soir et qui peuvent être intéressants pour avoir un regard extérieur et avoir une approche différente. Voilà. C'est une vidéo que vous retrouverez aussi sur la boîte à outils emploi pour ceux qui connaissent, qui ont déjà fait un tour. On l'alimente régulièrement. Ce matin, j'ai à nouveau ajouté 2 onglets, d'abord sur les congés exceptionnels et les congés obligatoires dans le temps de travail. Donc, s'il y en a qui veulent aller regarder ça. Et dans cette boîte à outils, vous avez un onglet donc, sur le financement de l'emploi et sur le financement de la formation avec des fiches pratiques qui peuvent vous accompagner là-dessus. 19h26, je laisse basculer ceux qui veulent basculer. Excusez-moi. Je laisse basculer ceux qui veulent basculer chez les voisins, le club et territoire. Et moi, je vais continuer juste après, dans 2 minutes, pour ceux qui restent sur les autres ressources de financement. Voilà, bonne soirée à ceux qui basculent. Et puis merci d'être venus, vous étiez nombreux ce soir, ça fait plaisir. Un sujet qui était important. Et on va attendre que petit à petit le nombre descende et voir combien d'entre vous souhaitent rester sur ce sujet-là. Vous avez des questions éventuellement déjà sur des cas précis ou sur ce qui a été évoqué? À nouveau là, le lien, si jamais il y a des gens qui l'ont perdu. Allez, ça m'a l'air OK. Le nombre continue à descendre. Je vais continuer à avancer pour ne pas vous faire perdre de temps à ceux qui souhaitent rester là, en tout cas, pour pouvoir retravailler rapidement sur les autres sources de financement, à savoir le financement un peu plus privé. Je vous ai mis là un petit rappel sur la transformation des modèles économiques dans les clubs. Vous le voyez là, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Hein, les financements, on l'a dit depuis le début, évoluent. Pour certains, se réduisent. Les modèles économiques sont obligés d'évoluer avec cette tension budgétaire et les subventions un petit peu automatiques, comme le disait Nathalie tout à l'heure, on ne vous demande pas forcément des comptes, sont beaucoup plus regardées et sont beaucoup plus attendues en termes de projets que sur des subventions de fonctionnement comme c'était le cas avant. Pardon, excusez-moi. Et vous le voyez que là, je vous ai mis un petit graphique qui vient à nouveau du Comité national olympique et sportif, qui faisait état en 2024 du financement des associations. Et 42% des sources de financement proviennent des adhésions annuelles, 26% des recettes d'activité et entre guillemets seulement 16% de ce qu'on a évoqué jusque-là provenaient des subventions publiques. Donc, vous le voyez encore aujourd'hui, la plus grande partie de vos financements, ça reste ce qui se fait en interne à la structure, donc les adhésions, les licences et les recettes d'activité, à savoir tous les événements que vous pouvez organiser et toutes les autres recettes que vous pouvez avoir. Moi, ce sur quoi je voulais m'attarder après avoir libéré ceux qui veulent aller sur le PSF, c'est de pouvoir peut-être travailler un peu plus sur ces autres pistes, à savoir les adhésions annuelles, les recettes d'activité, les partenariats et la catégorie autres, pour qu'on puisse vraiment avoir essayé de balayer tous les sujets. C'est ce que je vous disais juste avant de libérer les autres, c'était dans diversifier ses sources de revenus. C'est cette vidéo-là dont je vous parlais, où ils prennent le temps de justement creuser ces différentes pistes-là et on va essayer de le faire assez rapidement là ce soir.
pour aller dans cette logique-là de la transformation des modèles économiques, on voit qu'avec justement la baisse des subventions, on va devoir être obligé, en tant que club, d'anticiper davantage et surtout de diversifier nos ressources pour pouvoir avoir un modèle économique qui serait stable et quelque chose qui peut se poser dans le temps, que ce soit sur des projets d'emploi, que ce soit sur du développement du club en général et sur de la structuration du club en général pour avoir un équilibre comptable et pour avoir un budget sain et serein au moment du début de la saison. Donc là-dessus, peut-être la première chose en interne, c'est de regarder les postes de recettes. Ça, c'est le premier point pour commencer à diversifier ses ressources. C'est peut-être déjà de comprendre ce qu'il en est de nos ressources actuelles. Identifier qu'est-ce qu'on dépense, qu'est-ce qu'on investit, et à l'inverse, qu'est-ce qui rentre dans nos caisses et de quelle manière, sur quel format. Comment on s'y prend? Eh bien, on prend le temps de regarder les coûts annuels et la marge d'action qui nous reste. Est-ce qu'on peut réduire certaines dépenses qui seraient astronomiques et qui viendraient nous pénaliser? Est-ce qu'on peut arrêter certains financements, certaines dépenses, certains investissements qui ne sont pas forcément utiles en l'état dans le développement et dans le projet associatif de la structure? Et à l'inverse, pouvoir identifier nos différentes sources de revenus qui aujourd'hui sont à la fois activées, les licences, ça, voilà, quand vous faites payer la licence, vous faites rentrer de l'argent, et les possibilités d'action. Est-ce que ces licences-là, justement, elles sont à un coût qui est le bon? Est-ce qu'elles sont déjà à la limite? Est-ce qu'on peut les mettre un peu plus cher sans que ça pénalise aussi les licenciés et sans leur imposer des licences trop chères, sans quoi ils ne seraient pas intéressés et pour certains n'auraient pas envie de rejoindre le club? Voilà. Est-ce qu'on a cette marge-là? Pouvoir l'identifier, c'est quelque chose qui se travaille et encore plus sur d'autres recettes, à savoir les événements. On va pas, j'avais entendu cette phrase-là lors du précédent webinaire, on ne va pas organiser 4 lotos par an, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des fonctionnements et des choses à creuser si vous organisez un loto, un vide-grenier, de comprendre lesquels sont les plus utiles, les plus attendus, les plus recherchés, et lesquels, à nouveau, nous coûtent de l'argent ou nous rapportent moins d'argent, pour pouvoir optimiser ça et trouver le bon compromis entre ce qu'on veut faire, ce qui est attendu, et les recettes qu'on peut générer pour la structure. Voilà, je le dis pareil pour ceux qui ont des boutiques, des billetteries ou pour la buvette, où on en est aujourd'hui. Et connais-tu le prix moyen d'une licence en France en 2025? Non, désolé Benoît, j'ai pas le chiffre là. Si quelqu'un l'a, je suis preneur. Ça peut être intéressant. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder le prix moyen d'une licence dans le basket et peut-être aussi le voir enfin, au niveau territoire et au niveau du niveau. Est-ce qu'il y a des différences qui se font? Et est-ce que ces différences-là ont un impact sur la prise de licence? Ça pourrait être intéressant à creuser. Là-dessus, ce qu'on peut vous conseiller, justement pour aller faire ce travail-là, au-delà d'aller challenger et regarder ce qui se fait un petit peu à côté, un petit peu ailleurs, c'est de vous appuyer sur le comité. Déjà, c'est la première porte d'entrée au niveau local qui pourra vous guider là-dessus. Et éventuellement de penser au DLA, dont on avait parlé dans le webinaire juste avant, le dispositif local d'accompagnement. Ça, c'est une piste qu'on met en avant puisqu'elle est financée. Donc, elle va aussi un petit peu retrouver sa place dans ce webinaire-là. Ça ne va pas financer de l'emploi directement, mais pour vous réexpliquer en 2 mots, le dispositif local d'accompagnement, c'est faire appel à une personne extérieure qui est experte d'un sujet pour intervenir pendant quelques jours sur une thématique précise. Ça peut être sur de la gouvernance, ça peut être sur un projet d'emploi qui rentre totalement là-dedans, ça peut être sur l'identification des postes de recettes, ça peut être sur un sujet bien précis. Vous faites cette demande-là, c'est quelque chose qui est pris en charge et vous avez une personne qui va pouvoir vous accompagner éventuellement à construire une stratégie financière, à asseoir votre modèle économique pour le club et éventuellement même à construire de nouveaux événements. Voilà, ça peut être assez varié. Mais vous avez cette piste-là pour avoir aussi un regard extérieur sur ce que vous faites et pour avoir les fonctionnements le plus serein possible. Je ne sais pas si je l'ai mis juste après. Non, je ne l'ai pas forcément mis juste après, mais ça m'est venu comme ça, donc je pense qu'on peut peut-être en parler. C'est aussi au niveau de la comptabilité. Là-dessus, vous avez des trésoriers, j'imagine, qui sont très compétents, mais aussi prendre le temps, quand on disait d'identifier les postes de recettes, de savoir justement dans la comptabilité que vous faites, est-ce que c'est quelque chose d'analytique? Est-ce que vous arrivez à identifier clairement quelles dépenses
sortent pour quel sujet, ou est-ce que c'est un package global en disant les événements, ça va nous coûter tant à l'année, ou est-ce que vous êtes capable d'identifier que le loto, ce sera tant, la fête du mini, ce sera tant, le vide-grenier, ce sera tant, et derrière pouvoir justement travailler sur ces budgets-là et se rendre compte que quand on a une analyse qui est plus fine, quand on arrive à savoir clairement quels sont nos postes de dépenses étape par étape et où est-ce qu'on dépense le plus, où est-ce qu'on dépense le moins, on peut peut-être aller cibler sur certains points plutôt que sur un package global où on ne sait pas trop ce qui est compris dedans. Et voilà. Ça, c'est quelque chose moi, que je vous invite à faire qui peut être un peu chiant au début, honnêtement, mais qui vaut le coup d'être fait, notamment quand on est sur des projets d'investissement et de développement. Et puis pour tous vos projets derrière, formalisés, quand vous voulez déposer des dossiers, si vous avez un compte de résultats analytique avec des données qui sont claires, lisibles, et on identifie clairement à quoi correspondent vos dépenses, c'est beaucoup plus serein et facilitant pour une personne qui va vous verser la subvention de se dire, oui, bah, aujourd'hui, il y a un besoin là-dessus, très clair, on va le financer à telle hauteur, parce que sans ça, le budget n'est pas à l'équilibre, ou selon la stratégie que vous prenez, vous avez besoin du financement pour avancer sur ces projets-là. Oui, en effet, prix des licences et cotisations. En effet, il faut bien différencier les deux, Christian, tu as bien raison. Voilà. Mais en tout cas, sur les recettes qui entrent dans vos comptes, vous avez l'information. Les financements privés, donc ça, c'est une des pistes qu'on peut creuser pour aller aussi se développer, qui n'est pas forcément la chose les plus évidentes à mettre en place. Et honnêtement, je le comprends, ça demande une expertise ou un temps qu'on n'a pas forcément tous. Moi, le premier, pour aller démarcher les partenaires, pour avoir la bonne méthode, le bon fonctionnement là-dessus. Aujourd'hui, quand on reprend le graphique que je vous montrais juste avant, c'est seulement 9% des produits d'une association sportive qui proviennent des partenariats privés. Donc, il peut y avoir quelque chose à jouer, ça c'est vrai. Après, est-ce que vous avez les capacités et le temps de le faire? Ça, c'est une autre histoire et je veux bien l'entendre, ça, il n'y a aucun souci avec ça. Mais on peut avoir quelques pistes là-dessus. Ça peut être dans le fonctionnement global déjà dès le départ, avoir un projet clair sur où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc le projet sportif, le projet associatif de la fédération, du club, de l'association. Il faut construire une offre claire et cibler intelligemment. Ce que j'entends par cibler intelligemment, c'est d'aller chercher des partenaires qui ont du sens. Ça peut être des partenaires locaux, ça peut être des partenaires qui sont déjà dans le club en tant que licenciés et qui auraient une entreprise qui serait capable ou qui serait volontaire pour apporter quelque chose. Et peut-être éviter d'aller chercher des trop grosses entreprises nationales, des entreprises qui ne seraient pas du tout liées au monde du sport, où vous savez que ça va peut-être être plus compliqué. Voilà. Cibler intelligemment, ça peut aussi être, et construire une offre claire, de cibler un partenariat à l'année avec une entreprise qui va vous apporter un fonds de fonctionnement avec une contrepartie qui va être des publications, qui va être les réseaux sociaux, qui peut être très varié. Mais ça peut aussi être sur un événement précis. Quand vous organisez l'événement, le tournoi du club ou la fête de fin d'année du club ou le loto du club, etc., etc., vous pouvez très bien essayer de démarcher un partenaire, local ou pas local à nouveau, précisément sur ce sujet-là et dire nous, on a besoin d'un financement pour cette raison-là, pour un projet précis. Voilà, ça peut être quelque chose qui est soutenu et qui trouve un ancrage, qui trouve une résonance dans les entreprises qui vous soutiendraient parce qu'elles vont répondre à un projet, elles vont répondre à un souci de visibilité pour l'entreprise, un souci RSE, un ancrage territorial, à quelque chose qui leur parle, qui leur correspond. Voilà. À ce propos-là, d'ailleurs, sur les financements, important de différencier, je l'ai remis là en petit, mais c'est pour que tout le monde ait bien la différence entre sponsoring et mécénat auprès des entreprises que vous démarchez. Le sponsoring ou les partenariats, c'est ce que l'entreprise finance au club en échange de visibilité ou de contrepartie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exemple tout bête, l'entreprise peut vous financer un jeu de maillot. En contrepartie, ils veulent leur logo en plein milieu du maillot pour pouvoir être vu. Ça paraît être quelque chose de logique où ils vont financer un billet pour avoir derrière une pancarte dans le gymnase, pour avoir
un post sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Et à l'inverse, le mécénat, c'est le soutien désintéressé de la part de l'entreprise. L'entreprise qui va financer le club n'attend pas de contrepartie de ce dernier, si ce n'est que l'entreprise qui est mécène bénéficie de 60% de défiscalisation, ce qui est quand même intéressant pour elle, mais qui ne doit pas être la motivation numéro un en principe. Voilà. Sur les partenariats, est-ce que vous avez je sais pas, peut-être des expériences, des points que vous voulez aborder? Parce que ça peut être facile dit comme ça, en tout cas, à amener. Ça peut me paraître évident de dire oui, il faut avoir un projet clarifié, il faut cibler les bonnes personnes. Derrière, c'est pas forcément simple à mettre en place. Je vous l'accorde. Et pour l'avoir essayé à mon petit niveau, c'est quelque chose qui des fois peut s'avérer être compliqué et sur lequel on se casse les dents. J'en profite pour aussi dire qu'il y a des solutions là-dessus. C'est qu'au-delà des bénévoles, vous avez des métiers aujourd'hui en formation avec la fédération qui prépare à ces interventions-là, que ce soit le chargé de promotion et marketing sportif. Donc, c'est le cœur de métier pour pouvoir être derrière, aider au développement du club au niveau commercial, au niveau sponsoring et partenariat. C'est des formations qui sont en alternance, donc qui, en écho avec ce qu'on disait avant, peuvent être aussi un choix, une possibilité en fonction de ce que vous avez dans le projet du club et dans les besoins. Ça peut être l'idée même d'autofinancer le poste. Pardon. Vas-y, Patrick. Non, c'était pas une question. Ok. Au niveau des partenariats et mécènes que possède la FFBB auprès de partenaires privés, caisse d'épargne mutuelle, là-dessus, Stéphane, je ne vais pas te mentir, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas quelles sont les personnes, les entreprises qui sont partenaires avec la fédération. Tu peux les retrouver sur le site de la FFBB. Elles sont mises en avant. Pour les mécènes, je n'ai pas forcément d'informations là-dessus, mais sur les partenaires, en principe, ils vont tous apparaître sur le site de la fédération. On travaille avec Caisse d'épargne. Depuis peu, il y a HelloFresh qui vient de signer un partenariat. On a différentes écoles. Il y a Suzuki aussi pour les véhicules. Voilà, c'est assez large. Donc honnêtement, là-dessus, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est oui, de prendre les appuis sur les partenaires de la fédération, si vous les trouvez sur le site, et éventuellement voir s'il y a des déclinaisons locales à se faire. Je pense que c'est une bonne stratégie. Et surtout de pouvoir construire une offre qui aurait du sens pour eux. Aujourd'hui, toutes les entreprises, elles ont un budget alloué à ça, et les grosses entreprises en tout cas. Et si vous arrivez dans le bon timing, parce que ça, c'est aussi un des enjeux de ne pas le faire n'importe quand, il faut réussir à se placer avant que l'enveloppe aussi soit épuisée. Avec un projet clair et un besoin identifié, vous pouvez aussi bénéficier d'aides qui peuvent être des fois très intéressantes et des fois des petites aides, mais qui mises bout à bout peuvent rimer à quelque chose. Sur le socle des licences, je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre, j'en ai aucune idée, je n'ai pas connaissance de ce sujet-là. Je ne sais pas. Je peux poser la question, je note ta question et je la remonterai aux personnes qui gèrent ça à la fédération pour savoir qu'en est-il du socle des licences pour la FFBB ou les ligues. Gabriel? Voilà sur les financements privés. Une liste des financements privés. Vous avez d'ailleurs un dossier là-dessus du Centre de ressources des associations sportives qui vous explique en détail tous les différents types de financements privés au niveau de la diversification, au niveau des prêts, des financements bancaires. Ce sur quoi je n'ai pas voulu rentrer aujourd'hui parce que ça me semblait assez technique, assez compliqué et que ça prend du temps et qu'honnêtement, je ne les maîtrise pas tous. Mais vous avez différentes possibilités. Donc, on vous parlait du sponsoring, on parlait du partenariat, on parlait des prêts, on parle de financement participatif. Ça peut aussi être cette solution-là qu'on n'a pas abordée, mais qui est un fonctionnement, de mettre en avant avec des plateformes en ligne ou avec des cagnottes des financements d'actions, des financements de jeux de maillot ou autres qui peuvent être relayés par les licenciés, qui peuvent être mis à disposition de n'importe qui. Vous avez aussi les dons et le mécénat dont on parlait juste là. Allô? Vous avez le détail là-dedans, si vous voulez rentrer et creuser sur la fiscalité de ces choses-là, sur les possibilités, sur les avantages que peuvent en tirer les entreprises qui vous font ces choix-là. Allez-y, parce que c'est assez costaud à creuser et je pense que ça vaut le coup de bien comprendre toutes les subtilités avant de s'engager et d'aller chercher éventuellement, par exemple, des dons ou du mécénat si vous n'avez pas toutes les clés en main pour pouvoir le vendre. Voilà.
Je pense qu'il y a un service partenariat mécénat et tu peux savoir leurs coordonnées. Oui, je vais te trouver ça, Stéphane, sans aucun souci. Je te le transmets avant la fin du webinaire et il n'y aura pas de souci avec ça. Euh, Peut-être dernier point sur lequel je voulais insister avant d'aller sur vos questions, éventuellement sur des échanges, peut-être des retours d'expérience que vous pourrez avoir. C'est sur la mutualisation d'un emploi. On en avait fait un webinaire dédié l'année dernière, qui est toujours en ligne sur le site FFBB Formation sur YouTube. Si vous voulez aller le revoir ou détailler comment fonctionnaient les groupements d'employeurs et les groupements d'employeurs d'insertion et de qualification, les GEC, pour pouvoir justement comprendre comment ça se mettait en place et quels étaient les statuts juridiques et autres choses à savoir. En tout cas, ce qu'il Gabriel? faut dire là, oui, Ah, tu m'entends? Super, merci. je t'entends bien. Je voulais intervenir pour vous donner un petit peu des pistes par rapport au partenariat et au mécénat. Oui. Donc, des points importants, surtout par rapport au mécénat. En fin de compte, on peut avoir des aides, enfin une entreprise peut faire des dons, donc soit des chèques, soit des virements, soit en espèces, mais il peut faire aussi des dons en nature. On a eu le cas par rapport à notre club, une entreprise a prêté des locaux pour notre salarié parce qu'on n'avait pas de locaux. Et du coup, l'entreprise a pu faire un don en nature. Donc, Oui. on a pris la valeur du loyer, si tu veux. Et l'entreprise nous a prêté ses locaux. Donc, comme ça, vu que ses locaux n'étaient pas utilisés, elle a pu récupérer 60% de la valeur de prix locatif de ses locaux, quoi. Ouais, tout Donc, à fait. c'est Tu pas fais bien de forcément que du chèque ou de l'espèce, c'est pas que de l'argent, ça peut être aussi en nature. Ouais. Et un autre point, pour terminer, l'administration fiscale estime que les contreparties ne doivent pas excéder 25% du montant du don. Donc ça, c'est par rapport à une entreprise qui va faire un don de, par exemple, 1 000 euros. Ça n'empêche que le club peut faire un panneau pour l'entreprise, malgré que ça soit quand même comment dirais-je, un don en mécénat, quoi. Tout à fait, mais à Donc, 25% de maximum. c'est ça. Donc voilà, il y a quand même c'est là où il faut vraiment faire la différenciation entre du mécénat et du partenariat. Et la plupart du temps, les entreprises demandent un CERFA parce qu'elles exploitent les 60%. Et c'est pas vraiment du sponsoring comme ça pourrait être, en règle générale, quoi. Mais tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que sur les dons, on n'en a pas forcément, je ne suis pas forcément attardé dessus, mais sur du mobilier ou sur des biens en nature, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et des fois, même entre clubs, ou quand on a des clubs qui ferment, on peut avoir du don du matériel qui reste, on peut avoir des choses comme ça, et c'est quelque chose qu'on peut regarder, qui se fait. Ah, sur le 25%, si je peux réexpliquer, tu me corrigeras, Benoît, si je dis de conneries. Si une entreprise décide de vous verser, par exemple, 1 000 euros en mécénat sans soutien des intéressés, vous pouvez très bien, pour autant, vous décider en tant que club, pour remercier, on va dire, ce geste-là, de poser allez, un panneau dans la salle, d'acheter, je sais rien, un logo du club, un logo de l'entreprise et le faire floquer sur quelque chose. Mais ce montant-là, de l'achat que vous allez faire, ne devra pas dépasser 25% C'est du ça. prix total qui vous a été versé. Donc, si l'entreprise vous a versé 1 000 euros, gentiment, vous n'aurez pas le droit d'acheter un panneau au-dessus de 250 euros. Voilà, si je dois résumer grossièrement un petit peu le truc. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Super, ok. Thierry, bonne soirée, merci. Merci du passage. Et alors, quand je dis mécénat de compétences, tout à fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus, mais c'est quelque chose qui existe. On peut mettre à disposition un salarié, oui, par exemple un comptable, c'était un très bon exemple, et défiscaliser derrière le salaire. Ça existe par du mécénat de compétences. Et vous avez aussi, alors ça c'est la version, on va dire, bienveillante où l'entreprise va vous mettre à disposition gratuitement la personne pour elle, derrière défiscaliser de ces heures de salaire-là, mais vous avez aussi tout simplement la mise à disposition ponctuelle si jamais vous avez un besoin précis. Alors, on n'est pas sur du mécénat ou sur du don, mais
Ça peut être de la mise à disposition d'une personne, si on reprend l'exemple d'un comptable, pour vous faciliter vos solutions ou pour pouvoir vous valider vos comptes, par exemple. Ça peut être quelque chose qui se fait totalement. Voilà, là-dessus, sur le groupement d'employeurs, parce que j'avance rapidement sur 19h49. Donc, je reprends là-dessus en disant juste que oui, le groupement d'employeurs, ça peut être une solution avec ses plus et ses moins, on est d'accord. Peut-être que certains parmi vous l'ont déjà essayé et ici ont des expériences avec ça, mais les groupements d'employeurs, ça peut être une solution à plusieurs échelles. Ça peut être pour partager un emploi parce que les finances pour payer un temps plein seraient trop compliquées, mais que derrière, un diplômé ne voudrait pas forcément être employé en mi-temps. Si vous arrivez à lui proposer un temps plein en partageant son salaire avec un autre club, ça peut être quelque chose d'intéressant. Quand je dis un autre club, ça peut aussi être une mairie, ça peut être une collectivité, ça peut être un club d'un autre sport, ça peut être plein de personnes qui rentreraient dans le champ de ses compétences et dans le diplôme que la personne possède. Mais le groupement d'employeurs, ça va surtout venir poser un cadre juridique là-dessus, à savoir qu'un groupement d'employeurs, c'est juste une association que vous allez créer qui va embaucher la personne et qui derrière va le mettre à disposition du club A, du club B, du club C, en fonction du nombre de personnes qui font partie de ce groupement d'employeurs. Et derrière, il y aura une rétribution du salaire en fonction de l'utilisation, on va dire, de la personne. La limite là-dessus, vous l'avez peut-être déjà aussi exploité, c'est le temps de travail qui peut être requis au même moment, à savoir les entraînements le mercredi soir, le match le samedi. Peut-être qu'on va vouloir l'éducateur en même temps, si dans le cadre d'un éducateur, bien sûr. Mais il y a des solutions à ça qui existent et vous n'avez pas forcément toujours les entraînements au même moment. Et s'il y a une bonne communication qui est mise en place là-dessus, c'est un vrai plus, puisque l'avantage aussi du groupement d'employeurs, au-delà de partager le salaire d'un temps plein, ça va aussi être que tout l'aspect administratif, RH, doit être géré par le groupement d'employeurs. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va vous décharger aussi, qui peuvent, en échange, eux, par contre, demander une contrepartie, à savoir, on gère le contrat de travail, on gère les entretiens, on gère tout ça. Donc, on vous demande tant d'euros par mois pour pouvoir cette gestion-là. Ce qui peut se comprendre, parce qu'à leur tour, peut-être qu'eux emploient une personne pour faire cette gestion à votre place. Et la deuxième chose, par rapport au groupement d'employeurs, vous avez aussi les GEC, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. De la même manière qu'un groupement d'employeurs, ça va juste être le partage d'un emploi, sauf que c'est le partage d'un emploi d'une personne en formation. Là, on parlait de l'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Dans ce contexte-là, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sera la bonne porte d'entrée, puisqu'elle va permettre à une personne de passer son diplôme tout en étant dans un emploi partagé auprès d'une ou plusieurs structures. Enfin, deux ou plusieurs structures. On en parlait aussi parce que les groupements d'employeurs sont quelque chose qui est assez soutenu, même s'il n'y a pas forcément des montants à chaque fois qui sont évidents ou des nationales là-dessus, mais si vous en avez ou si vous passez par un groupement d'employeurs, sachez que c'est quelque chose où il y a du soutien financier qui peut être apporté. Ça peut être de l'aide au niveau de la DRET, ce que je vous ai mis là, donc au niveau régional. Vous avez pas mal d'aide à la création et au développement des groupements d'employeurs. C'est quelque chose qui vient de s'implanter sur un territoire et qui répond à un besoin, notamment un besoin rural, par exemple, ou un besoin au QPV. Mais c'est quelque chose qui va être très regardé, qui peut être très soutenu au niveau du département, conseil départemental ou régional. Et le groupement d'employeurs peut bénéficier d'aide. Et ce que je vous disais, par contre, attention à ça, puisque la question m'a été posée en amont de ce webinaire-ci. Ce sont les groupements d'employeurs qui vont percevoir les aides, car ce sont les groupements d'employeurs qui sont les employeurs. Vous, en tant que club, vous n'êtes que, entre guillemets, une structure utilisatrice du groupement d'employeurs. Et donc, vous ne pourrez pas bénéficier des aides directes à l'emploi. Si c'est une aide pour l'apprentissage, par exemple, les 5 000 € que j'évoquais tout à l'heure arriveront directement sur le groupement d'employeurs et ne seront pas arrivés au niveau du club. Et la subtilité par rapport à ça, c'est que l'employeur étant le groupement, ils ne sont pas dans l'obligation de faire ruisseler, c'est-à-dire de vous reverser une partie de l'argent qu'ils auront touché pour les aides à l'emploi et de vous en verser une partie. Donc, ils ne seront pas obligés de vous donner 5%, 10%, 50% en fonction de ce que vous voulez négocier. Et là, c'est réellement un accord à passer avec eux.
et dans le fonctionnement que vous décidez au moment où vous contractez avec le groupement d'employeurs, de dire que s'il y a des aides, il faut que ça fonctionne de telle manière. Voilà. Beaucoup de communication et d'accord à trouver avec eux. 19h55. Pour ceux qui doivent partir, je comprends, pas de souci. De toute façon, on arrive à la fin. Ce que je voulais vous dire, c'était d'être en veille, voilà, sur les financements. Comme on sait que c'est quelque chose qui peut être chiant, y compris pour nous qui avons le nez dedans ici à la fédération et qui, entre guillemets, ne faisons que ça, eh bien, c'est pas forcément évident d'avoir toutes les informations tout le temps. Néanmoins, ce qu'on peut vous dire et vous inciter à faire, c'est de regarder les financements au niveau local. Sur les 700 aides que je vous ai présentées tout à l'heure au niveau départemental, régional, je ne les maîtrise pas toutes, honnêtement, et je pense que c'est à peu près normal de ne pas pouvoir toutes les connaître, et encore moins au niveau des mairies et des communes sur les projets qui pourraient vous amener. Donc, vous avez vraiment à avoir ce lien déjà pour la proximité locale et dans le fonctionnement avec vos conseillers départementaux, régionaux et communaux, puisque c'est avec eux que vous allez travailler le plus. Et nous, à notre échelle, on essaye de vous faire le maximum d'informations sur les actualités nationales. Vous parlez du contrat d'apprentissage, dès qu'il y a des nouveaux décrets, dès qu'il y a des nouvelles choses, que ce soit pour l'apprentissage ou que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur le site internet, par mail, n'hésitez pas à me solliciter. On est là pour essayer de vous donner un maximum d'informations et pour pouvoir vous donner des informations actualisées. C'est aussi pour ça qu'on a créé la boîte à outils, pour que vous n'ayez pas à chercher à droite, à gauche, partout, mais pour que tout soit recensé en un seul endroit. Voilà. Et donc, dernier mot en conclusion, et après, si jamais il y a des questions éventuelles, je peux les prendre. Voilà, on sera 5 minutes. L'idée qu'on avait derrière ce webinaire-là, même si on a balayé assez rapidement au vu du contexte et si on n'a pas pu avoir l'intervention de l'Agence nationale du sport et de France Travail pour expliquer ces différents sujets de financement, on tenait à dire que oui, on a constaté et on fait avec que les financements, ça se réduit. Hein. On est comme vous, on est contraint de composer avec et on essaye de vous donner un maximum d'informations là-dessus. Que financer ces projets aujourd'hui, notamment ceux liés à l'emploi, ça peut se complexifier quand on est dépendant de ces ressources publiques-là qui, malheureusement, n'ont pas l'air de s'améliorer. Et qu'au vu du contexte budgétaire actuel, réussir à créer, même si, encore une fois, c'est beaucoup plus facile à écrire et à dire qu'à mettre en place, réussir à faire évoluer son modèle économique et avoir un modèle qui serait beaucoup plus stable, beaucoup plus structurant avec des ressources régulières qui ne seraient pas dépendantes de financement public ou de financement incertain, c'est un gros enjeu de sécurisation pour les clubs. Et là-dessus, on le partage. Vous l'avez fait remarquer dans le questionnaire que c'était un gros enjeu. Et que s'engager dans un projet d'emploi, ça peut faire peur, mais il faut vraiment le voir comme une plus-value pour la structure au-delà du coût, même si encore une fois, hein, c'est le nerf de la guerre et sans ça, on ne l'a pas. Mais il faut vraiment réussir à voir le coût que ça va. Pardon, tout l'inverse. Il faut vraiment réussir à voir la plus-value que ça va pour la structure, ce que vous pouvez en tirer et justement les nouvelles actions éventuelles que vous pourriez mettre en place, c'est le développement du club sur du long terme plutôt que de voir le coût qui sera mis en œuvre. Voilà. Donc, si vous avez des questions là-dessus et au-delà du webinaire que je vais vous envoyer, le support et le replay, n'hésitez vraiment surtout pas à nous contacter. J'ai commencé à répondre à certains d'entre vous par message privé par rapport aux questions que vous aviez posées dans le questionnaire avant le webinaire. Je vais continuer pour ceux qui avaient des questions bien précises. Mais en attendant, n'hésitez pas à nous solliciter à l'adresse qui est juste là et sur les prochains webinaires qu'on va avoir, qu'on va parler de l'apprentissage le mois prochain avec l'AFDAS. On sera avec les personnes qui sont les mieux placées pour vous accompagner sur tout ce qui est prise en charge des contrats, sur tout ce qui est fonctionnement des financements de l'AFDAS, que ce soit sur l'apprentissage ou non d'ailleurs, sur les compétences et sur les salariés et les bénévoles dirigeants. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à anticiper. Je vous ai remis là à nouveau toutes les aides qu'on a abordées par thématique. Voilà, le mystère du code du travail numérique que je ne vous ai pas forcément évoqué, mais vous pourrez creuser. Et je vous remets le lien là, donc je vais vous le mettre dans le chat pour le peu de personnes qui restent, mais ce sera toujours une information utile à prendre sur le webinaire numéro 5 pour l'apprentissage qui aura lieu le 16 avril prochain et sur lequel vous pouvez déjà vous inscrire. Il y aura une note IFFBB dès demain qui va apparaître. Donc vous aurez cette information. Voilà sur le sujet du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous en prie, c'est le moment. Sinon, je vais vous libérer. Il est déjà 19h59, on est pas mal dans les timings.
Et je vous remercie de votre présence, de l'intérêt que vous aviez pour ce sujet-là. On se doutait que c'était, comme l'année dernière, le sujet qui s'est le plus attendu avec les sujets RH. Donc voilà, j'espère qu'on a pu répondre un maximum aux questions que vous vous posiez. Et on espère qu'il y aura quelques pistes et que ce n'était pas trop généraliste dans ce qu'on vous a abordé. Et vous pourrez vous en inspirer pour des sujets ou pour des futurs projets à venir, que ce soit sur de l'emploi ou de la structuration et du développement de clubs. Et enfin, vraiment, n'hésitez pas hein, à nous contacter si vous avez des questions précises par rapport au webinaire ou après sur des projets d'emploi. On peut le faire évidemment de l'accompagnement, je vais dire individuel, mais si vous avez des sujets sur lesquels vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas là-dessus. Voilà, j'ai remis Benoît le lien dans le chat, je pense que c'était celui-là que tu cherchais. Et puis, il me reste juste à vous remercier, je vais te mettre le deuxième aussi, il me reste juste à vous remercier à nouveau, et puis à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui Merci beaucoup. n'enchaînaient pas avec le PSF. Oui, c'est comme ça. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup.